Bonjour, Mediapart poursuit cette année sa collaboration avec l'École des hautes études en sciences sociales, le HESS, cette année sur la Russie. C'est l'occasion de recevoir 5 chercheuses et chercheurs spécialistes de ce pays. Aujourd'hui, nous accueillons Anne Le Houerou. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes maîtresse en conférence de l'Université Paris-Nanterre, sociologue et spécialiste de la Russie et membre du CERSEC, le Centre d'études des mondes russes, caucasiens et centre-européens. Le 17 mars dernier, Vladimir Poutine, au pouvoir depuis près de 25 ans, a été réélu pour un nouveau mandat avec plus de 87% des suffrages. Alors la première question, quelle analyse tirez-vous de ce scrutin ? Bon, alors c'est une élection évidemment sans surprise, largement fabriquée, je dirais fabriquée très en amont par un système politique dont l'espace s'est rétréci petit à petit au cours de 25 ans. Je crois que d'autres collègues en parleront ici aussi mieux que moi, qui s'est, je dirais, dans un terme plus court, par une campagne électorale complètement verrouillée, par des consignes de vote qui tournent même aujourd'hui à l'obligation de vote, en fait, pour les fonctionnaires, les enseignants, les étudiants qui peuvent être menacés d'exclusion de l'université ou qu'on ne leur fera pas passer leurs examens s'ils ne vont pas voter et accessoirement s'ils ne montrent pas le résultat de leur vote. Et puis bien sûr par des falsifications massives qui là semblent avoir été plus nombreuses que jamais dans un certain nombre de villes, notamment dans des bureaux de vote et des quartiers. Je pense en particulier à Moscou, à Saint-Pétersbourg, où le candidat, j'aurais vraiment beaucoup de mal à l'appeler de l'opposition, mais disons le candidat d'Avankov, sur lequel s'était reporté plus ou moins une partie des voix de l'opposition au dernier moment en disant c'est mieux. Il a quand même dit qu'il était pour la paix, alors on ne sait pas quelle paix, à quelles conditions, etc. Mais il a prononcé le mot paix, donc admettons que ce soit lui qui démarquerait un petit peu le résultat, serait allé voter pour lui, et il y a semble-t-il, des bureaux de vote dans lesquels il aurait obtenu beaucoup plus, et où là son score a été abaissé, et il est arrivé troisième après le candidat communiste et bien sûr Vladimir Poutine avec 87 et quelques % des voix. Voilà. Alors vous évoquiez l'opposition, donc on peut dire une opposition officielle qui a le droit de participer à un scrutin un peu mascarade, mais il y a aussi une opposition beaucoup plus active, qui a été beaucoup plus active, notamment à partir des années 2010-2011, et on pense bien sûr à la figure de Alexeï Navalny, et sa mort est intervenue près d'un mois juste avant le scrutin. Oui. Est-ce que l'opposition, peut-être la réelle opposition, peut-elle survivre à sa mort ? Alors c'est évidemment une question que beaucoup se posent aujourd'hui en Russie. Sa mort est un coup effectivement très 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 important évidemment d'une part pour tous ceux qui étaient ralliés à Alexeï Navalny, et je dirais qui étaient peut-être de plus en plus nombreux ces dernières années, y compris parmi les jeunes, la jeune génération. C'était assez frappant grâce à, je dirais, toutes ces vidéos notamment sur les questions de corruption. Et puis on a vu aussi lors de ces funérailles, à quel point funérailles que les autorités ont essayé d'empêcher d'ailleurs, parce que sans doute qu'elles présageaient qu'il y aurait aussi quand même des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes qui sont rendues sur sa tombe, y compris depuis des villes de province, et où on a vu là des profils extrêmement variés, de personnes, je dirais, venant aussi rendre hommage à un homme dont on estime injuste la mort, même si on n'était pas rallié à lui de son vivant. Et donc une des questions qui se pose, c'est justement est-ce que sa mort ne va pas galvaniser d'un certain point de vue des formes d'opposition? Est-ce qu'elle est capable de réunir une opposition qui était quand même extrêmement émiettée et fragmentée? Cette opposition donc dite non systémique, nie systemna opozicja, effectivement par opposition aux quelques partis ou candidats qui ont eux le droit de se présenter. Puis pendant la campagne, on a quand même vu quelques hésitations avec 2 candidats qui ont essayé de se présenter, qui ont rassemblé des signatures et puis qui ont finalement été écartés. Alors je pense à Dountsowa, qui avait avec un agenda politique clairement pacifiste, et puis Boris Nadiejdin, qu'il se trouve de manière assez amusante, que j'ai connu au début de ma thèse dans les années 90, alors qu'il était conseiller municipal de la petite ville où il est toujours d'ailleurs, à Dolgoprudny, et où il a été acclamé le jour des élections par ses électeurs et par ses étudiants aussi, qui lui est un personnage beaucoup plus complexe à mon avis, avec
des positions qui ont quand même été très proches du pouvoir pendant longtemps, était encore quelqu'un de proche de l'administration présidentielle, mais qui a quand même été une forme d'outsider. Alors un outsider en service commandé, un véritable outsider venu de camps plus ou moins un peu dissident dans l'administration présidentielle, difficile de le savoir. En tout cas, il n'a pas non plus pu se présenter. Et aujourd'hui, il est quand même assez silencieux, à la différence d'Unsova, qui, elle, a créé du coup un parti, Razviet, le lever du soleil, l'aube, et qui essaye de rassembler des partisans sur... Alors, c'est assez intéressant son profil, parce qu'elle, elle se place sur un discours d'apaisement, sur un discours de proposition, en disant, d'ailleurs, elle précisait avant le décès de Navalny qu'elle ne combattait pas avec les mêmes armes, qu'elle pensait que les gens en avaient assez de la violence, en avaient assez du sang et en avaient assez de la force, et qu'il fallait aussi une image, elle utilise ce terme-là, un peu féminine, un visage de femme dans la vie politique pour ramener un peu pour faire baisser le niveau de conflictualité, pourrait-on dire. Voilà. Mais la plupart des autres leaders de l'opposition, effectivement, ou on peut appeler comme ça, sont soit emprisonnés, je pense notamment à Yashin, bien sûr, ou à Kara-Murza, et puis, ou sinon sont en exil depuis longtemps, ou depuis moins longtemps, Khodorkovsky ou d'autres, bien sûr. On reviendra justement sur la question de l'exil, mais peut-être pour prolonger cet éclairage sur l'opposition, quand on préparait l'émission, vous avez évoqué, vous avez eu cette expression, vous m'avez dit l'opposition à bas bruit. Alors, qu'est-ce que vous entendez par là, cette opposition à bas bruit? Alors, quand je parle d'opposition à bas bruit, en effet, c'est plutôt ce qu'on pourrait... C'est pas l'opposition politique, là, au sens des partis, ce dont, effectivement, je viens de parler rapidement, mais c'est l'opposition anti-guerre. Ce sont tous ces manifestants, alors manifestants pour les droits et les libertés dans les années qui ont précédé 2022. Pour certains, c'était déjà des manifestants contre la guerre en 2014, au moment de l'annexion de la Crimée. Ils étaient alors très peu nombreux. Alors, souvent derrière Boris Nemtsov, autre grand leader de l'opposition, assassiné en mars 2015. Et puis, depuis 2022, je dirais, tous ces mouvements-là se sont quand même accélérés, avec différents niveaux d'intervention qui vont aller mettre des fleurs devant un monument ukrainien quand il y a des bombardements massifs sur les villes ukrainiennes, et courir le risque d'être d'ailleurs arrêté brièvement par la police, ne serait-ce que pour ça. Bien sûr, des publications sur les réseaux sociaux, et là on sait que c'est le motif principal. Ensuite, des poursuites judiciaires, poursuites administratives ou poursuites pénales si ça se répète, ou si on a discrédité l'armée, ou c'est donc encore plus grave. Ça, c'est tout l'arsenal législatif répressif qui a été voté dans les semaines et les mois qui ont suivi février 2022. Ça peut être aussi, et ça a été beaucoup le cas dans les semaines et les mois qui ont suivi l'invasion à grande échelle, de l'aide spontanée et organisée, là encore, par des réseaux sociaux, par les chaînes Telegram, de volontaires qui vont aider des Ukrainiens à quitter les territoires occupés par la Russie, et qui donc ne peuvent sortir que par la Fédération de Russie, à traverser le territoire vers le nord et à passer vers l'Estonie ou la Lettonie. Et donc là, on a vu vraiment des chaînes de solidarité, je dirais, de Rostov jusqu'à Paris ou Barcelone, ou voire même guidées par Internet par des gens qui sont à New York ou en Thaïlande ou en Argentine ou je ne sais où. Et là, il y a eu vraiment ces chaînes de solidarité qui comptent. Il y a notamment, alors je pense notamment au mouvement FAS, le mouvement féministe anti-guerre, dont la leader un peu informelle mais assez connue est Daria Serenko, qui est venue en France d'ailleurs à plusieurs reprises, qui a publié un ouvrage récemment traduit en français, et qui sont eux sur un agenda vraiment de soutien à l'Ukraine très clair, un agenda pacifiste, antimilitariste, féministe aussi, et qui cherche décolonial aussi, et qui cherche à former aussi toute une génération justement de jeunes pour dans la perspective, je dirais, d'une Russie de l'avenir, dont même si on a du mal à en discerner les contours aujourd'hui. Dans ce mouvement, quel rôle joue le mouvement des mères et des femmes, de soldats justement? Parce qu'on pense à ce qui avait émergé au moment de la guerre de Tchétchénie. Bien sûr, et notamment au moment de la première guerre de Tchétchénie, et tout à fait, où on voyait ces mères qui, d'ailleurs parfois aidées par les militaires russes
Russes eux-mêmes, qui à l'époque n'étaient souvent pas d'accord avec la manière dont se conduisait l'armée russe en Tchétchénie, allaient rechercher les membres de leur famille par-delà la ligne de front, aidés aussi par les combattants tchétchènes qui étaient aussi contents de montrer une forme de mansuétude justement à l'égard de ces jeunes conscrits envoyés à la mort comme ça. Depuis, on a eu un mouvement qui s'est, d'abord dont les initiatrices ont quand même beaucoup vieilli, donc certaines ne sont plus là, d'autres sont vraiment âgées, sont probablement totalement catastrophées par ce qui se passe, mais avec peu de moyens d'agir. Ces mouvements ont aussi fait partie de toutes les organisations réprimées toutes ces dernières années, notamment au titre d'agents de l'étranger. Et puis, il y a aussi le fait que, je dirais, le public n'est plus le même aujourd'hui, puisqu'on n'a plus de conscrits qui sont envoyés directement sur le front en Ukraine. On a des volontaires. Bon, on a parfois effectivement des personnes qui font le service militaire et à qui on force un peu la main pour signer un contrat d'engagement au bout de quelques mois. Mais disons que légalement, on n'a plus le droit d'envoyer des conscrits directement sur le front. Le service militaire a été réduit à 1 an. Donc il y a eu un certain nombre de réformes comme ça dans les années 2000 qui ont fait que, effectivement, je dirais, ce thème, cet agenda est devenu moins prégnant. Et alors d'autres petits réseaux se sont constitués avec des juristes, avec aussi des maires au début de la guerre pour essayer de promouvoir les moyens légaux d'éviter le service militaire et notamment l'objection de conscience ou le service alternatif. Mais ce sont là encore des réseaux très à bas bruit. Ce qu'on a observé un peu plus ces dernières semaines ou ces derniers mois, c'est effectivement des femmes, mères ou sœurs de mobilisés réunies souvent au départ, là encore par des réseaux informels d'aide aux membres de leur famille à qui elles devaient apporter des équipements, des colis, des choses comme ça, et qui au bout d'un moment se mobilisent sur les conditions de mobilisation, notamment sur le fait que les hommes sont depuis trop longtemps au front et qu'elles vont protester, y compris sous les murs du Kremlin, pour demander qu'on leur rende leur mari ou leur fils. Alors, vous évoquiez l'exil. Comment et où s'organise cette opposition qui se trouve désormais en exil ? Alors, on a effectivement observé dès les premiers jours après février 2022 une accélération absolument considérable de cet exil russe, de ce nouvel exil russe, qui est aujourd'hui effectivement, je crois que les historiens le comparent bien sûr, ou nous les sociologues, à ce qui s'est passé après la révolution de 1917. Il faut voir quand même que depuis 2011-2012, depuis justement l'échec de ces précédentes grandes mobilisations et les premières lois répressives sur les agents de l'étranger voté après le retour au pouvoir de Vladimir Poutine en 2012, il y a déjà eu une sorte d'exode, mais là encore un petit peu à bas bruit, progressif, notamment de jeunes, et on voyait de plus en plus de Russes présents dans les pays baltes, en Géorgie, voilà. Après février 2022, ça s'accélère énormément. Et ça s'accélère avec alors à la fois des militants connus de l'opposition, des journalistes qui reforment évidemment des rédactions en exil. On pense à la chaîne Dost, on pense à Medusa, mais qui était déjà, en l'occurrence, à Riga depuis un moment. On pense à Novaya Gazeta, bien sûr, qui a maintenant des bureaux, d'ailleurs, y compris à Paris, et dans plusieurs autres capitales. Donc, et puis, on pense aussi ensuite, en septembre 2022, à tous les jeunes qui ont fui la mobilisation. Et qui pourraient d'ailleurs, si jamais il y avait à nouveau une mobilisation, on pourrait imaginer que effectivement un mouvement de ce type-là reprenne. Là, on va voir qu'il y a des gens qui sont, qui ont déjà un peu un pied dans le monde global, vers l'Europe, vers l'Occident, qui ont des visas, donc ont pu partir vers l'Europe. Et puis il y a ceux pour qui c'était, je dirais, une fuite en avant absolument pas prévue, et qui se sont retrouvés dans les seuls pays où on peut aller sans avoir besoin d'un passeport extérieur ou d'un visa, c'est-à-dire l'Arménie, la Géorgie, le Kazakhstan. Et puis pour certains d'entre eux, alors c'est un exil intérieur. Il y a une chaîne Telegram qui s'appelle Aller dans la forêt, Iditiev Lieso, et qui donc est formé par des personnes qui effectivement ont peu pris le maquis entre guillemets et se cachent dans des maisons de campagne, chez des amis un peu loin. En tout cas, on fait ce choix-là dans les semaines qui ont suivi la mobilisation. Donc c'est un tableau, vous voyez, très composite. Certains combattent même auprès de l'Ukraine. Alors c'est peut-être un peu marginal, mais ils existent. Alors il y a effectivement, par ailleurs, d'une part, il y avait un certain nombre de Russes qui étaient partis pour l'Ukraine.
Ukraine après 2014. Effectivement, des militants un peu connus, des militants antimilitaristes, anarchistes, un certain nombre aussi de militants nationalistes dont on a un peu du mal à comprendre les contours, qui forment aujourd'hui une partie effectivement de ces 3 mouvements pour l'instant qu'on voit émerger, qui sont pas très nombreux, donc avec des agendas probablement assez différents sur le fond si on allait chercher un peu dans leur base, je dirais, politique, mais dont aujourd'hui le souci principal est effectivement de montrer qu'ils peuvent rentrer sur le territoire de la Fédération de Russie, essayer de, je dirais, secouer la population russe par rapport au fait qu'il faut en effet en finir avec le régime de Vladimir Poutine, y compris par les armes. Donc on a vu émerger ces derniers mois notamment un 3e bataillon sibérien, donc formé de gens qui viendraient des régions de Sibérie et qui sont aujourd'hui plus ou moins soutenus par une partie de cette opposition en exil, notamment je pense à Kasparov ou d'autres qui sont allés récemment, après la réélection de Vladimir Poutine, dire qu'il fallait soutenir y compris cette résistance par les armes, ce avec quoi ne sont pas d'accord tous les opposants, notamment c'était pas le cas des partisans de Navalny, c'est pas non plus le cas, je dirais, des ONG, des défenseurs des droits de l'homme, des gens de Mémorial ou qui sont aussi bien sûr presque tous en exil, sauf quand ils sont en prison comme Oleg Orlov par exemple. Mais donc il y a une diversité des points de vue. Je pense qu'il y a aussi bien sûr une peur et une crainte qui peut tout à fait se comprendre face à l'éventualité d'une guerre civile justement qui se surajouterait à la guerre menée déjà par la Russie en Ukraine. Mais il n'en reste pas moins qu'il y a aussi, par exemple, tous ces mouvements de désobéissance civile, voire de sabotage, les commissariats militaires qui sont brûlés, par exemple. Et ça, c'est quand même des phénomènes qui existent depuis septembre 2022 au moins. Merci Anne Le Houerou pour votre éclairage sur un pays qui est assez souvent obscur en fait, puisque c'est très très difficile comme journaliste et même comme chercheuse peut-être d'aller sur le terrain. Nous n'allons plus en Russie, effectivement, depuis il y a eu toute la période du Covid et puis au moment où d'ailleurs avec plusieurs collègues on était en train d'essayer de refaire un visa parce qu'on avait encore quelques collaborations avec quelques chercheurs russes qui sont pour la plupart plus là aujourd'hui. C'était quelques jours avant le 24 février 2022. Donc, bien sûr, aujourd'hui, il est plus question pour nous d'y aller. Merci à vous. Merci. Rendez-vous sur le site de Mediapart pour retrouver tous les articles et vidéos sur la situation en Russie et en Ukraine. Cette collaboration avec l'EHESS en accès libre n'est possible que grâce à vos abonnements, alors abonnez-vous.